L'équipe de plongée explore l'épave sans trouver de survivants. Ils passent les jours suivants à remonter à la surface près de 400 corps d'hommes, de femmes et d'enfants. Le navire à moteur. La Jula, nommée d'après le peuple Jola du sud du Sénégal, était un ferry roll-on-roll-off. Il appartenait au ministère de l'équipement de la République du Sénégal à Dakar, qui était la capitale du Sénégal. La région sud de la Casamance et la région nord du Sénégal sont séparées par le pays indépendant de la Gambie, qui coupe le Sénégal en deux. Au début des années 1990, les options de voyage pour les Sénégalais entre les régions nord et sud du pays étaient limitées. Ils devaient emprunter la route non goudronnée et mal entretenue, qui était sujette à des attaques routières de la part de la rébellion séparatiste qui faisait rage dans le pays. La Ajula a été lancée comme moyen de relier le nord et le sud par l'océan, plutôt que de voyager à travers un autre pays en empruntant des routes dangereuses. La Jula était exploitée par les forces armées du Sénégal, mais elles n'exerçaient pas vraiment leur autorité, et la surcharge du navire était toujours un problème. La Jula mesurait 79 mètres de long et 12 mètres de large, avec un tirant d'eau de 31 mètres sans quétonde. Sa capacité était de 536 passagers, 35 véhicules et un équipage de 44 personnes. Elle naviguait 2 fois par semaine entre Ziguinchor en Casamance Sud et Dakar au nord, où elle était autorisée comme ferry côtier, en vue de la terre. Entre septembre 2001 et septembre 2002, la Jula est retirée du service pour des réparations et pour remplacer le moteur bâbord. La Jula est équipée de certains des équipements de sécurité les plus récents, mais l'équipage n'est formé à l'utilisation d'aucun d'entre eux. Le navire a été hors service plus d'1 an, donc l'équipage est un peu rouillé. Il y a des gilets de sauvetage pour les passagers, du moins pour le nombre de passagers que le ferry est autorisé à transporter. Mais chaque fois qu'il y a un petit incident sur le navire, les passagers se précipitent pour prendre un gilet de sauvetage. Et comme il n'y en a pas assez pour tous les passagers non enregistrés, l'équipage attache simplement les gilets de sauvetage pour que personne ne se batte pour les avoir. Lors de ces 2 voyages hebdomadaires, la Jula transporte principalement des femmes en route vers Dakar pour vendre des mangues et de l'huile de palme. À partir de la mi-matinée du 26 septembre 2002, les passagers commencent à embarquer sur la Jula pour le voyage du jour de Ziguinchor à Dakar. Comme souvent, il y a peu ou pas de contrôle à l'embarquement, bien que les forces armées du Sénégal soient chargées de vérifier les passagers. La Jula compte plus de 1900 passagers, soit presque 4 fois plus que sa capacité autorisée. Beaucoup de passagers ne sont pas obligés d'acheter un billet, comme les enfants de moins de 5 ans, ou bien ils ont simplement été autorisés à voyager gratuitement, ce qui arrive assez souvent. Quoi qu'il en soit, le nombre exact de passagers à bord n'est pas connu. Certaines organisations sénégalaises estiment qu'il y en a plus de 2000, mais 1034 billets ont été délivrés, ce qui représente tout de même environ le double de la limite. À 13h30, alors que la Jula quitte doucement son quai dans le port, le navire est extrêmement surchargé. Le capitaine et ses officiers n'ont pas vérifié les prévisions météorologiques pour leur itinéraire et ils n'ont pas équilibré les ballasts du navire avant de quitter le quai. Quelqu'un qui observe le départ de la Jula remarque que le navire penche déjà avant même de prendre la mer. Après avoir quitté le port et l'estuaire du fleuve, la Jula s'arrête brièvement à l'île de Carabane, où 185 passagers supplémentaires sans billets montent à bord du ferry. Le navire vire à tribord et prend un cap nord-ouest le long de la côte de la région de Casamance. Le dernier message jamais envoyé par la Jula est reçu par un centre de sécurité maritime à Dakar à 22h00, lorsque le navire signale que les conditions de navigation sont bonnes. Vers 23h, la Jula est plus au large qu'elle ne devrait l'être et entre dans une rafale au large des côtes gambiennes en moins de 5 minutes. Sous une mer agitée et des vents forts, la Jula chavire, projetant passagers endormis et cargaisons non arrimées dans l'océan. Le ferry se remplit d'eau et chavire rapidement sous la pluie, mais reste à flot. Les passagers nagent à travers les fenêtres partiellement ouvertes, ils sont ballottés par le vent et les vagues. Certains ont la chance d'être projetés contre la coque retournée et s'accrochent à la quille du ferry. Des pêcheurs secourent certains survivants avec leurs pirogues, petites embarcations semblables à des canoës. Les pêcheurs retrouvent aussi plusieurs corps autour du Jula. Ils emmènent les survivants et les corps vers la capitale habituellement paisible de la Gambie, Banjul, où ils sont admis à l'hôpital universitaire Edward Francis Small.
Les survivants sur la coque retournée peuvent entendre les appels à l'aide des personnes encore en vie, piégées dans les cabines et les salons sous le pont. Ceux qui ne savent pas nager n'ont pas accès aux gilets de sauvetage, qui sont attachés pour empêcher les passagers de se battre pour les obtenir. Le Jula n'a pas pu envoyer d'appel de détresse ni déclencher d'alerte ou de sirène pour prévenir les passagers de la situation. Aux premières heures du matin suivant, les autorités de Dakar commencent à entendre parler de la catastrophe par le bouche à oreille, venant des équipages de divers navires qui passent près du navire chaviré, mais ne s'arrêtent pas réellement pour aider les survivants. Les autorités de Dakar mettront encore plusieurs heures avant de lancer une opération de sauvetage. L'armée de l'air sénégalaise n'envoie des avions de recherche et de sauvetage qu'autour de midi. Plus de 12 heures après l'accident, à 14 heures, un garçon de 15 ans est secouru. Il confirme qu'il y a encore beaucoup de personnes piégées vivantes à l'intérieur du navire. Quand la nouvelle de la catastrophe se répand, les gens réagissent et essaient de secourir les passagers piégés. Parmi les premiers intervenants se trouve un ancien plongeur de la marine sénégalaise, Ismaël Andor, qui était autrefois responsable de la sécurité sur le navire. Il atteint le navire cet après-midi-là et entre par la zone du restaurant où il est confronté à des centaines de corps, certains se tenant encore la main. Il se dirige vers la proue et trouve les cabines de première classe dont les écoutilles sont encore scellées, elles ne sont pas inondées. Il regarde par les hublots et voit des passagers gesticuler pour demander de l'aide. Lui et les autres avec lui n'ont pas l'équipement nécessaire pour les libérer, ils ont besoin de chalumeaux pour percer la coque. Pour l'instant, le navire flotte encore. Ouvrir simplement les portes de la cabine pourrait inonder et couler le bateau. La Jula reste à flot jusqu'à environ 15h00, puis il coule par l'arrière dans 20 mètres d'eau. Sur plus de 2000 personnes à bord, seuls 64 passagers survivent. Aucun des passagers piégés dans les cabines de première classe n'est secouru. Sur environ 600 femmes à bord, une seule survit, Mariama Diouf, qui est enceinte à ce moment-là. On ne peut pas dire précisément quand les passagers se sont noyés. Lorsque le navire chavire, beaucoup ont peut-être survécu, seulement pour se noyer en attendant d'être secourus, dans les mois qui suivent. Le gouvernement sénégalais et les autorités françaises enquêtent tous deux sur la cause de la catastrophe. Ils n'arrivent pas à une raison définitive unique. Le Jula ne possède en réalité pas de licence de navigation. Le capitaine et les officiers ne consultent pas les prévisions météo avant de partir et négligent souvent la répartition du poids sur le navire. Il y a toujours la possibilité d'une panne de moteur. Les registres montrent qu'un seul des deux moteurs fonctionne. La Jula est un navire côtier, mais il navigue beaucoup plus loin en mer qu'il ne le devrait et il est largement surchargé. Il est également possible que la chaleur et la claustrophobie sous le pont poussent les passagers à dormir sur le pont supérieur, ce qui déstabilise encore plus la répartition du poids. Lors de son dernier voyage, la Jula avait 12 ans et avait été conçue pour durer au moins 30 ans. Ces dossiers montrent qu'il a connu de nombreux problèmes techniques et mécaniques pendant sa période de service, qui sont attribués à un mauvais entretien de la part de ses propriétaires et non à des défauts de conception ou de fabrication. Au moins 1863 personnes ont perdu la vie dans la catastrophe, bien que le nombre exact ne sera jamais connu. Parmi elles se trouvent 444 enfants, dont beaucoup retournaient dans leurs écoles à Dakar pour le début de l'année scolaire 2002-2003. Le 28 septembre, un jour après la catastrophe, l'activiste environnemental Hadar El Ali et son équipe de plongeurs explorent la zone du sinistre. Ils ne trouvent aucun survivant, seulement les corps d'hommes, de femmes et d'enfants. À l'intérieur du navire, ils ont réussi à récupérer 300 corps piégés à l'intérieur du bâtiment et à en retrouver 100 autres dispersés autour du navire. Au total, 551 corps sont retrouvés. Seuls 93 sont identifiés et rendus à leurs familles. En 2003, le Sénégal a clos son enquête, rejetant toute la faute sur le capitaine Issa Diarra, qui est décédé dans la catastrophe et ne peut pas se défendre. Le rapport officiel sur la catastrophe a été finalisé un an après. L'État du Sénégal était clairement responsable de la défaillance du ferry. Le gouvernement a reconnu ses erreurs, et plusieurs ministres ont soit démissionné volontairement, soit été démis de leurs fonctions, mais aucune arrestation n'a eu lieu. Les responsables ont été accusés de réagir trop lentement à la catastrophe. Plusieurs officiers de haut rang des forces armées du Sénégal ont été sanctionnés en étant mutés à d'autres postes. Les familles de nombreuses victimes n'ont pas pu obtenir de réparation.
Ils ont critiqué le gouvernement concernant sa gestion du sauvetage, le fonctionnement du ferry qui a conduit à la catastrophe et le processus de réparation. Des reliques comme les hélices du navire ont été récupérées avec l'aide de la marine sénégalaise.